Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour cette matinale du DRAPS qui est dédiée à la protection de la santé mentale des étudiants et des jeunes, éléments de cadrage, savoir d'intervention et présentation d'un projet de terrain d'action sur ICAT qui est porté par l'association ARPAD. Donc, je suis Laura Tchersegui, je suis la coordinatrice du DRAPS, donc du dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé. Je suis accompagnée de ma collègue Angèle Nicole en soutien technique, qui est notre assistante de communication au sein de l'IREPS, de l'Institut régional d'éducation et de promotion de la santé. Et nous accueillons aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet, Mélissa Macali, qui est postdoctorante en santé publique et épidémiologie au sein de l'Université de Bordeaux, dans une unité de recherche de l'INSERM. Monsieur Frédéric Gabanou, qui est le directeur adjoint de l'association ARPAD. Monsieur Maxime Paredes, qui est psychologue clinicien en charge du dispositif de prévention en santé mentale par et pour les jeunes, l'Action sur ICAT, donc qui est porté par l'association ARPAD et financé par un certain nombre de structures dont ils pourront vous donner la liste lors de leur intervention tout à l'heure, et de Madame Sarah Requena, qui est animatrice du dispositif Pose la main, et qui était, il faudrait que je reprenne sa présentation, mais en fait, elle est coordinatrice de projet au sein de l'association ARPAD, notamment du projet Pose la main, et elle a été donc au départ service civique sur notamment l'action sur ICAT. Donc, elle pourra nous parler de son expérience de terrain. Donc, au programme de ces 2 heures, nous allons avoir un point sur les données épidémiologiques sur la santé mentale des étudiants avant, pendant et après la crise de la Covid. Donc, cette partie est présentée par Mélissa Macali, donc c'est issu de ses recherches, des différentes recherches qu'elle a pu mener dans le cadre de son doctorat et de son post-doctorat. Puis sera présentée l'action sur ICAT, donc par Frédéric Gabanou, Maxime Paredes et Sarah Requena, donc d'ARPAD. Et ensuite sera proposé un temps d'échange avec les intervenants. En quelques mots, l'IREPS, qui est donc l'association qui porte le DRAPS. Donc, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé en Occitanie. Elle contribue aux politiques de santé publique et à l'animation territoriale autour des enjeux de santé et de promotion de la santé. Elle permet d'apporter un appui méthodologique à tous les porteurs d'actions et de projets qui le souhaitent, qui en ont besoin. Elle propose également un appui documentaire aux professionnels et au public, avec 2 centres de documentation qui sont situés à Toulouse et à Carcassonne, et avec des documentalistes qui sont chargés de faire des veilles documentaires, d'orienter les personnes qui ont besoin d'appui au niveau documentaire. C'est aussi un organisme de formation pour renforcer les compétences, professionnaliser les interventions. L'IREPS a également comme mission de concevoir et de mettre en œuvre des programmes à caractère régional ou local. Donc, l'IREPS porte le dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, le DRAPS, qui est un dispositif partenarial donc, porté par l'IREPS, piloté par l'ARS Occitanie. C'est un dispositif qui se base sur une programmation de ces actions émanant du recueil des besoins et des attentes des acteurs sur les territoires occitans. C'est un dispositif qui permet de s'informer, de se former et d'échanger autour des actions en prévention et promotion de la santé sur les départements et au niveau régional, et également de découvrir et de connaître aussi ce qui se fait dans les autres régions et dans les autres territoires. Le DRAPS participe à la production et à la diffusion de connaissances en éducation, promotion de la santé et prévention, à la diffusion d'outils, et met en œuvre également un programme de formation continue dont les frais pédagogiques sont pris en charge par l'ARS. Et donc, ce sont des formations qui se déclinent sur chaque département de l'Occitanie et vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site du DRAPS. Donc, vous aurez les références un peu plus tard. Le DRAPS propose un programme de conférences, donc de visioconférences, qui sont les matinales de la recherche, qui permettent de faire du transfert de connaissances, de la médiation scientifique sur les données issues de la recherche, des recherches en santé publique, en épidémio, en sciences humaines et sociales, sur l'éducation, la prévention et la promotion de la santé. Les matinales permettent également de soutenir et de valoriser des projets de terrain innovants et prometteurs qui mobilisent des données probantes, validées scientifiquement, ou des projets de recherche interventionnelle en santé publique, en épidémiologie, ou des projets qui ont pour but de lutter contre les inégalités sociales de santé.
Ces temps d'échange permettent d'évoquer également les freins et les conditions de réussite des projets, d'aborder les questions de transférabilité de ces projets, comment on peut reproduire un projet dans un autre territoire, dans un autre contexte. Et enfin, c'est des moments d'échange, et ça favorise les échanges et la constitution de réseaux autour des enjeux de promotion de la santé, de prévention et d'éducation. Cette année, donc les matinales 2023, nous proposons un cycle sur la santé des jeunes, donc un cycle de 4 matinales, donc celle-ci aujourd'hui, une autre le 9 mai, de 10h à midi, qui portera sur la prévention des conduites addictives chez les jeunes, avec la présentation d'un projet de recherche interventionnelle qui s'appelle le projet Paterne, et d'un dispositif d'aide à l'arrêt du tabac en lycée professionnel, le projet Tabado, que probablement un certain nombre d'entre vous connaissent. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Nous accueillerons un chercheur de l'EHESP, Éric Breton, qui travaille donc sur Paterne, une chargée de projet de l'INCA et un chargé de projet de l'association Addiction France, qui sont tous deux, pour l'INCA, le pilote national de Tabado, et pour Addiction, l'association Addiction France en Occitanie, ceux qui déploient le projet Tabado au niveau de l'Occitanie, et en particulier, là, ce sera sur le cas de la Lozère. En juin, nous aurons une matinale sur la sexualité et la prévention des conduites à risque, qui est encore en cours de programmation. Et en juillet, une autre matinale qui portera là plutôt sur la question de la sédentarité et les programmes d'intervention basés sur l'activité physique. Ce cycle de santé des jeunes vient en complément de la journée d'échange régionale organisée l'année dernière, en novembre, qui était sur la promotion de la santé mentale des adolescents dans une société en crise. Nous avions en présentiel écouté un certain nombre d'interventions qui sont toutes accessibles en replay sur le site du DRAPS, et auquel était associé un dossier de connaissances réalisé par notre collègue du CREAI-ORS, de l'Observatoire régional de santé, sur la question de la promotion de la santé mentale des adolescents. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site du DRAPS, et également d'une matinale qui est en novembre aussi, sur la santé mentale des jeunes toujours, mais où nous présentions en fait le dispositif de prévention PSSM jeunes, donc de prévention du suicide et de la santé mentale. Excusez-moi, j'ai un petit blanc, mais bon, voilà. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du DRAPS. Un très rapide préambule, puisque de toute façon, l'idée, c'est de plutôt laisser la place à nos intervenants. Simplement vous dire que la santé mentale des jeunes, c'est une préoccupation pour l'ensemble du corps social, pour les pouvoirs publics, pour un grand nombre de professionnels dont vous êtes, qui interagissent tous les jours au quotidien avec les jeunes, mais également pour les parents, et puis pour les jeunes eux-mêmes confrontés à leur propre souffrance ou à la souffrance de leur père. Dire aussi que l'entrée dans l'adolescence et tout le parcours qui va mener à l'âge adulte est complexe, marqué par des changements majeurs, physiologiques, neurologiques, identitaires, socio-économiques, qui rendent cette période particulièrement instable et faite de changements permanents. Que le monde dans lequel nous vivons actuellement est assez complexe, lui aussi marqué par des crises sociétales, sanitaires, écologiques, politiques, qui sont source d'angoisse, de peur, de colère, qui rendent toute cette période encore plus complexe. Que sur ça peut se surajouter des suraccidents de la vie, avec la survenue de traumas, d'épreuves de vie, d'accidents de parcours, de ruptures biographiques qui peuvent fragiliser encore plus dans cette période de l'entrée dans l'âge adulte et de la sortie de l'enfance. Dire aussi que la jeunesse est un temps marqué par la difficulté de demander de l'aide, d'en chercher, de savoir où en trouver, et bien sûr d'avoir les moyens financiers pour bénéficier de cette aide, dès lors qu'il s'agit de souffrance mentale. Et enfin, dire aussi que parmi cette population jeune, on remarque et les études montrent que les étudiants sont plus à risque en ce qui concerne leur santé mentale que la population générale. C'est quelque chose qui a été particulièrement mis en lumière avec la crise Covid, mais qui en fait, et qui a été très certainement exacerbé par cette crise, mais qui est quelque chose que l'on retrouvait déjà au niveau statistique avant cette crise-là. Donc, je vais laisser les intervenants développer tous ces points à travers les recherches qu'ils ont pu mener ou les projets qu'ils peuvent mener. Quelques ressources supplémentaires que vous pourrez retrouver sur ce PowerPoint et sur la page du DRAPS, donc, sur la santé mentale en général et celle des jeunes en particulier, que vous aurez tout le loisir de découvrir une fois cette conférence terminée. Et je vais donc maintenant laisser la place et la parole
à Mélissa Macali, qu'elle nous parle de ses recherches. Bonjour à tous et à toutes. Merci Laure de cette introduction. Merci Angèle, à toute l'équipe de l'IREPS pour leur soutien, leur accueil et merci pour cette invitation. Donc effectivement, je vais vous parler de la santé mentale des étudiants et en particulier les données épidémiologiques issues des études que nous menons à l'Université de Bordeaux et partager avec vous aussi quelques dispositifs de prévention que nous avons développés. Donc je vais articuler cette présentation autour de 4 chapitres plutôt chronologiques parce que je vais vous présenter quelques données sur la santé mentale des étudiants avant l'épidémie de Covid, des données qui montrent plutôt l'impact de l'épidémie, ensuite des données que j'ose appeler post-Covid, bien que l'épidémie ne soit pas terminée, mais en tout cas post-confinement, et puis partager avec vous, comme je vous le disais, des outils de prévention que nous avons développés. Donc, pour commencer, je vais donc vous parler de données sur la santé mentale des étudiants avant l'épidémie, à partir des données de la cohorte iShare, qui est une étude que nous avons menée dans notre équipe. Donc, c'est une étude iShare qui a été lancée en 2013 à l'initiative de l'Université de Bordeaux et Saint-Quentin-en-Yvelines, avec le professeur Christophe Souriau. C'est une cohorte qui permettait d'en savoir plus sur la santé des étudiants, car finalement, les données étaient peu nombreuses. Et puis, c'est aussi une plateforme pour réaliser différentes recherches biomédicales qui est ouverte aux collaborations, avec différentes thématiques de recherche. Il n'y a pas que la santé mentale, il y a la maturation cérébrale, on a des données d'IRM, de nutrition, etc. Mais finalement, la santé mentale, compte tenu des résultats, a pris une grande place dans nos recherches. Juste un mot, parce que c'est une cohorte qui a recruté jusqu'en 2020 à peu près plus de 21 000 étudiants. On les a recrutés via des communications digitales sur les réseaux, puisqu'ils sont bien sûr très présents. Et on a aussi utilisé la communication pair à pair, c'est-à-dire qu'on a embauché via des contrats étudiants d'autres étudiants qu'on appelait étudiants en relais, qui travaillaient avec nous et qui allaient recruter les étudiants, les encourager à participer à notre étude en organisant des stands, en intervenant dans les amphis, etc. Donc, comme je vous le disais, on a recruté plus de 21 000 étudiants. Un tiers étaient des étudiants de première année. Plus de la moitié sont inscrits à l'Université de Bordeaux, puisqu'on avait monté ce projet plutôt à Bordeaux, mais c'est un recrutement France entière. Vous le voyez, assez féminin cet échantillon, à 76%, avec 21 ans de moyenne d'âge. Les chiffres qui nous intéressent plus particulièrement, on a mesuré certains paramètres de santé mentale en utilisant des échelles validées, des échelles psychologiques qui sont utilisées à l'international, notamment une première échelle qui permettait de mesurer le niveau d'anxiété des étudiants. Et vous le voyez, pour un quart d'entre eux, 25%, eh bien, ils reportaient des symptômes anxieux modérés à sévères. De même pour la dépression qu'on mesurait avec une échelle bien connue, la PHQ-9, eh bien 18% des garçons et presque un tiers des filles ont rapporté à l'inclusion dans iShare une symptomatologie dépressive modérée à sévère. Alors moi, je me suis beaucoup intéressée, notamment pour mon doctorat, au comportement suicidaire. Et un chiffre qui était déjà, je trouve, très alarmant, c'est qu'à l'inclusion dans la cohorte, un étudiant sur 5, donc 22%, déclarer des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois et 6% des tentatives de suicide au cours de la vie. Donc, vous voyez, c'est plutôt un bilan qui, déjà avant l'épidémie, était inquiétant et qui montrait que la population étudiante était une population globalement fragile. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un âge de construction de la personnalité. Pour beaucoup, notamment ceux qui entrent à l'université, cela signe une sortie du cocon familial avec une découverte de l'université, qui est un changement assez radical par rapport au lycée, la pression académique, en particulier pour les filières très sélectives, et puis la nécessité d'une autonomie tant sur ses études que financière. Avec pour certains, c'est vrai, des difficultés économiques selon leur statut socio-économique et celui de leurs parents. Et pour beaucoup, des inquiétudes sur les perspectives d'emploi suite à leurs études.
Donc, si bien que beaucoup d'études rapportaient déjà une fréquence plus élevée de souffrance psychique chez les étudiants que les non-étudiants du même âge. Alors, cela a eu des conséquences variées, c'est ce qu'on essaie de mesurer dans nos études. D'abord, ça peut avoir pour conséquence une véritable dépression, voire des passages à l'acte suicidaire qui sont heureusement rares, mais très graves, bien sûr. Et puis surtout, des comportements à risque, notamment en matière de consommation de substances, de binge drinking aussi, c'est-à-dire de consommation d'au moins 6 verres ou plus d'alcool au cours d'une même occasion. Et vous le voyez aussi, des consommations de médicaments psychotropes élevées pour les étudiants de notre cohorte. 19% rapportaient prendre un traitement contre l'angoisse ou le stress et 12% des médicaments pour dormir. Alors, cela aussi a probablement des conséquences sur la réussite académique ou le décrochage académique. C'est ce qu'on va mesurer dans de prochains projets avec d'autres chercheurs. Donc, connaissant cette vulnérabilité préexistante des étudiants en termes de troubles psychiques, quand l'épidémie de Covid est survenue, on a voulu absolument mesurer l'impact de cette épidémie sur la santé mentale des étudiants. Et c'est ce que l'on a fait en développant une nouvelle étude qui s'appelait la cohorte Confin, que je vais vous présenter également. Alors, Confin, c'est comme iShare, c'est une cohorte qui se passe sur Internet, une e-cohorte. Et l'idée, c'était bien sûr de mesurer l'impact émotionnel, psychologique et comportemental de la Covid, je devrais dire, excusez-moi si je fais l'erreur pendant la présentation. Donc, on a mis en place cette cohorte pendant le premier confinement en mars 2020. C'est une collaboration entre notre équipe INSERM et une entreprise privée Capasanté et Capcode. C'est un beau partenariat public-privé, sans flux financier, vraiment pour mesurer ensemble l'impact de cette épidémie. Donc, compte tenu du contexte, bien sûr, le recrutement s'est fait via les réseaux sociaux et on a recruté plus de 4000 participants, pas uniquement des étudiants, mais la moitié de notre cohorte, c'était des étudiants. Donc, on a aussi recueilli énormément de données qui étaient intéressantes sur la santé mentale, bien sûr, mais aussi sur des facteurs sociodémographiques, médicaux, des facteurs spécifiques, bien sûr, aux conditions de confinement et au virus. Et puis, on a fait un petit focus dont je vous parlerai sur les étudiants en santé. Alors d'abord, je vais vous présenter une première étude qu'on a publiée dans la revue Scientific Reports qui présente les fréquences des troubles psychiques chez les étudiants comparées au groupe des non-étudiants. Donc cette comparaison entre ces groupes était vraiment intéressante pour mieux situer les fréquences des étudiants. Et on a regardé cela en particulier sur 3 périodes. La première, c'était la période du premier confinement, donc de mars à mai 2020. Ensuite, on a regardé dans la période post-déconfinement, pendant le premier été où on a cru que tout était terminé. Et puis ensuite, on a refait des mesures au moment du deuxième confinement, là où au contraire, on a compris qu'on n'était probablement pas sorti d'affaire. Alors, le nombre de participants pour cette étude était environ 3800. Et vous le voyez sur toute la période, ici, les étudiants que vous voyez en orange ont des fréquences nettement plus élevées de symptômes dépressifs, autour de 36%, versus en bleu, les non-étudiants autour de 20%. On retrouve une même grande différence pour l'anxiété, plutôt autour de 27% chez les étudiants et 17% chez les autres. Et là aussi, pour les pensées suicidaires, on est plutôt autour de 13% pour le groupe étudiant versus 8% chez les non-étudiants. Alors ici, vous voyez un découpage par période, celle que je viens de vous présenter, qui montre tout d'abord, dans le groupe à gauche des étudiants, qu'il y a beaucoup plus de variabilité en fonction de la période, confinement ou non. Alors que c'est vrai que chez les non-étudiants, à droite, vous voyez les fréquences sont beaucoup plus stables. Et donc, vous voyez en bleu les symptômes dépressifs, en orange, anxieux et en gris, les pensées suicidaires. Et vous le voyez que sur les périodes de confinement, chez les étudiants, les fréquences sont bien sûr très élevées, et notamment par rapport au groupe des non-étudiants. Par contre, sur la période sans restriction, sans confinement, on est plutôt sur des fréquences qui sont similaires, et quand on fait des comparaisons statistiques, elles ne sont pas différentes sur le plan statistique.
On a fait ensuite des modélisations plus complexes que je ne vous présente pas ici, mais juste pour vous dire qu'en tenant compte de la différence des caractéristiques de chacun des groupes, c'est-à-dire qu'en prenant en compte les différences d'âge, de statut marital, d'antécédents de troubles psychiques, on retrouve chez les étudiants un surrisque de symptômes dépressifs et anxieux en particulier, mais uniquement sur les périodes de confinement, qui montrent bien que c'est dans ces périodes de grandes restrictions et d'isolement que les étudiants sont les plus vulnérables. Alors, compte tenu de ces premiers résultats, on a voulu explorer le rôle de l'isolement et surtout du sentiment de solitude, en particulier dans la problématique suicidaire. Alors, on a également publié ces résultats que vous pourrez retrouver, hein, mais ici, la solitude, c'est vraiment l'expérience subjective dans laquelle une personne perçoit un décalage entre son niveau réel et son niveau souhaité de relation sociale, alors que l'interaction sociale, c'est plutôt une mesure objective des contacts en face à face ou des contacts téléphoniques. Mais là, c'était vraiment le sentiment de solitude qu'on a mesuré. Et on a observé que là encore, les étudiants déclaraient davantage des hauts niveaux de solitude que les non-étudiants, hein, sur une échelle de 0 à 10, donc 27% versus 18%. Et si on regarde les étudiants qui déclaraient un fort sentiment de solitude, eh bien, ils avaient des fréquences beaucoup plus élevées de pensées suicidaires, 27%, contre 7% chez ceux qui ne déclaraient pas de sentiment de solitude. Et pareil, hein, pour la dépression, 67% dans le groupe avec sentiment de solitude, contre 26% chez les autres. Donc là encore, en faisant des modèles statistiques où on a tenu compte des différences sociodémographiques entre groupes solitude ou pas solitude, eh bien on a retrouvé que les étudiants avec des hauts niveaux de solitude, eh bien, étaient associés à un risque accru de comportement suicidaire, avec un risque qui était multiplié par 4. Alors, qu'est-ce qui explique un petit peu ces données de l'impact de l'épidémie? Alors, on le sait tous, hein, bien sûr, toute la population a été affectée. Les étudiants en particulier, pour plusieurs raisons, je ne vais pas toutes les citer, mais bien sûr, c'est essentiellement la fermeture des universités. C'est vrai qu'au bout d'un moment, les collégiens, les lycéens, les élèves ont pu retourner dans leurs établissements scolaires et les étudiants ont été les seuls à ne pas pouvoir retourner à l'université. Ils ont donc été privés de contact avec leurs pairs à un moment où c'est complètement essentiel pour le développement de leur identité. À cela s'est ajouté pour certains d'entre eux un effondrement des ressources financières, puisqu'il y a eu une disparition de la plupart des jobs étudiants, notamment en lien avec la restauration. Et pour certains, ces jobs étudiants sont une ressource principale, hein, de revenus pour eux. On peut aussi évoquer le traitement médiatique du comportement des étudiants. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, en début d'épidémie, qui était un peu brutal, puisqu'on avait dit que les étudiants faisaient la fête, étaient un peu des vecteurs du virus. Ça a été assez mal vécu par la population étudiante. Et puis surtout, ce que les étudiants rapportent, c'est une grande lassitude des cours à distance, en particulier pour ceux qui étaient très seuls dans les résidences universitaires, les étudiants étrangers, et puis ceux qui passaient 8 heures sur Zoom sans parler à personne. C'est vrai que c'était compliqué pour eux. Alors, l'impact de l'épidémie sur la santé mentale des étudiants, je vous ai mis quelques captures d'écran. C'est pour vous montrer, par contre, ça a eu un fort retentissement médiatique. Et c'est peut-être un des bénéfices de cette épidémie, c'est d'avoir quand même mis en lumière la souffrance étudiante que nous, on avait déjà, bien sûr, remarquée avant l'épidémie. Et c'est vrai que ça a largement été médiatisé, cette souffrance étudiante. Alors, je voulais également vous présenter quelques données sur le focus qu'on a fait sur les étudiants en santé. Alors, je vous ai donné déjà beaucoup de chiffres, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres. C'est vrai que par contre, c'est une frange de la population étudiante qui a des hauts niveaux de stress, autour de 42%. Les étudiants de cette cohorte confin, 25% des étudiants en santé ont été mobilisés pendant la crise Covid et 50% ont rapporté une augmentation de la quantité horaire moyenne de travail hebdomadaire. C'était important pour nous d'en savoir aussi un peu plus sur leur vécu d'épidémie. Alors c'est vrai qu'ils ont répondu à des questionnaires, mais il nous semblait important d'avoir une approche plutôt qualitative avec une sociologue, Lucille Hervouet, qui a donc mené 23 entretiens
auprès d'étudiants en médecine, en pharma, étudiantes infirmières et d'autres, pour affiner un peu ce qu'on avait retrouvé dans les questionnaires et surtout en savoir plus sur leur vécu de l'épidémie. Alors bien sûr, il y a des pages d'entretien, je vous ai retranscrit ici juste sur une diapo avec quelques éléments importants et qui ressortent dans la plupart des témoignages des étudiants en santé. Le premier élément qui a été rapporté par tous les étudiants, c'est l'incertitude. Alors, je crois que ça c'est un peu valable pour toute la population durant cette période. C'est vrai qu'ils ont beaucoup parlé de se sentir dépourvus, une perte de contrôle et un sentiment d'incertitude pour eux, la population, leurs patients, mais aussi pour l'avenir du système de santé et en particulier celui de l'hôpital public. Alors, ce qu'ils ont beaucoup exprimé, c'est à la fois s'être sentis privilégiés, puisque beaucoup d'entre eux ont pu maintenir un certain niveau de vie et surtout de relations sociales, puisqu'ils ont pu continuer d'aller à l'hôpital, ils ont pu participer à des activités complémentaires, par exemple de prévention, de vaccination. Et à la fois, en tant que soignants, ils ont été exposés et donc affectés dans leurs relations personnelles et professionnelles, d'abord à de grandes tensions surtout liées à leurs conditions de travail, et puis dans leurs relations personnelles et familiales en tant que soignants à de nombreuses tensions et désaccords, en particulier en lien avec le respect ou non des restrictions sanitaires et surtout le sujet un peu épineux de la vaccination. Enfin, un dernier point que je voulais partager avec vous, c'est qu'ils ont tous relaté avoir une impression d'un processus d'autonomisation entravé, de ne pas avoir profité de leur jeunesse, bien sûr, d'avoir manqué beaucoup d'occasions. Ça, c'est un peu spécifique. C'est pas spécifique aux étudiants en santé. Par contre, ce qui a été un peu spécifique chez eux, c'est d'abord une capacité limitée à reconnaître une souffrance psychique et à en parler en tant que soignants. Ils ne se sont pas sentis légitimes d'exprimer leur souffrance psychique. Pour beaucoup, et surtout en début d'épidémie, ça a été aussi la peur de contaminer autrui, leurs proches et les autres patients. Et certains aussi ont relaté une implication en partie subie et surtout des conditions de travail particulièrement détériorées pour certains. On sait que bien sûr, les situations de crise ne font qu'exacerber les fragilités existantes et notamment celles de l'hôpital public. Voilà, et enfin, il rapportait aussi une remise en question latente de leur légitimité, mais ça, c'était surtout au début de l'épidémie où ils ne se sentaient pas armés en termes de connaissances et de formation pour l'affronter. Donc voilà un petit peu ce qui ressortait de ces entretiens avec des étudiants en santé. Donc, je vous ai présenté les données avant l'épidémie, pendant l'épidémie de Covid. Là, il y a encore très peu de données, mais je voulais quand même partager avec vous les premières données qui sont issues de l'étude PRISM que je vais vous présenter, qu'on a lancée à l'Université de Bordeaux en septembre dernier. Donc, l'objectif de cette étude, c'était de recruter 2000 jeunes étudiants bordelais, surtout en début de cursus universitaire, afin de mieux connaître leur santé mentale, donc à l'inclusion et grâce aussi à un suivi que l'on prévoit à 6 mois. Mais surtout, l'intérêt de cette étude, c'était de leur proposer des expérimentations autour d'outils de prévention sur la santé mentale. Donc, à chaque fois, je vous ai mis des liens pour aller consulter nos projets. Vous aurez les diaporamas ensuite, ça vous permettra d'aller regarder. Alors, il s'agit de premières données encore en cours d'analyse, où je vous ai montré ici la comparaison avec les fréquences de symptômes de troubles psychiques en comparaison avec l'étude Eicher que je vous ai présentée au tout début. Donc là, c'est des chiffres de l'étude Eicher chez les étudiants bordelais uniquement. Et à droite, vous avez les chiffres actuels de l'étude PRISM chez d'autres étudiants bordelais qu'on a fait ressembler pour les rendre comparables aux étudiants Eicher. Et ce qu'on observe, vous le voyez, par exemple, pour la dépression modérée à sévère, on était autour de 25% chez les étudiants bordelais à Eicher et on est autour de 40% dans l'étude PRISM. Vous voyez aussi une grande augmentation des fréquences de pensée suicidaire, autour de 21-22% dans Eicher et plutôt à 30% dans cette nouvelle étude qui date, voilà, c'est des données qui datent de quelques mois.
Pareil, vous voyez les pourcentages d'anxiété sévère qui ont doublé entre l'étude Aïcher et l'étude Prism. Et la faible estime de soi, je vous l'ai montré aussi parce qu'on s'est beaucoup intéressé à cela dans notre équipe, plutôt autour de 23% dans Aïcher et on est plutôt autour de 39% dans l'étude Prism. Voilà, c'est encore des données préliminaires, mais qui montrent qu'on est plutôt dans une aggravation des fréquences de troubles psychiques dans cette population. Donc, voilà un petit peu chronologiquement l'évolution de la santé mentale des étudiants. On est parti d'une vulnérabilité préexistante avant l'épidémie, d'une aggravation, une vulnérabilité exacerbée pendant l'épidémie. Et les premiers chiffres qui sont encore à prendre avec précaution, mais ils sont plutôt en faveur d'une absence de retour à la normale et d'une aggravation qui perdure dans le temps. Alors, il y a plusieurs raisons à cela qu'on va bien sûr étudier. C'est difficile de reprendre le cours de sa vie après cela, de reprendre des repères à l'université, de changer, de se réhabituer au contact avec les autres, au cours en présentiel. Il y a un certain épuisement psychique après toute cette période. Mais ça montre en tous les cas qu'il faut vraiment continuer de documenter, de mesurer ces paramètres de santé mentale pour vraiment suivre ces fréquences de troubles psychiques chez les étudiants. Alors l'idée ici, c'est pas de vous dresser un tableau dramatique. Bien sûr, il est alarmant, mais il y a bien sûr des étudiants qui vont bien et bien sûr, on réfléchit aussi à des dispositifs de prévention des troubles psychiques chez les étudiants. Donc, je vais en partager quelques-uns avec vous. Nous, on a fait un constat qui était un peu un rationnel pour favoriser des interventions de prévention plutôt numériques. Alors, ça partait du constat qu'on vient de voir ensemble, c'est qu'il y a une fréquence bien élevée de problèmes de santé mentale aggravés par l'épidémie et qui semble perdurer. Et ce qu'on a observé aussi dans nos études, qui peut être aussi valable sur l'ensemble de la population, mais en particulier chez les étudiants, ce sont des connaissances faibles et souvent erronées sur la santé mentale. Et cela, ça entraîne des formes de déni, de stigmatisation des troubles mentaux, mais aussi un manque de connaissances sur l'organisation de soins et les dispositifs de recours. Mais c'est aussi une population qui est numériquement agile, qui passe beaucoup de temps sur leur smartphone, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai qu'on a un intérêt pour les interventions numériques. Et une de nos stratégies, d'abord, qui est simple et universelle pour lutter contre le déni et la stigmatisation, c'est d'abord de les aider à mieux connaître la santé mentale en général et leur santé mentale. Donc, pour construire ces dispositifs de prévention, on part de quelques principes assez simples, mais qui nous semblent importants. D'abord, c'est de partir d'un besoin identifié. Et pour cela, on fait des enquêtes de terrain, on interroge les étudiants, on fait des pré-enquêtes et on veut vraiment, avant de se lancer dans un concept d'outils de prévention, partir d'un réel besoin de la population étudiante. Un autre principe, c'est de co-construire ces dispositifs avec les étudiants, c'est-à-dire de les impliquer dans une démarche de recherche participative dans l'idée vraiment de s'adapter à notre cible. Et puis, bien sûr, c'est d'évaluer ces dispositifs, notamment sur leur efficacité, mais surtout et d'abord sur leur acceptation. C'est toujours bien d'avoir des belles idées et d'être certain que ça va marcher, mais en fait, c'est un vrai défi que ces outils de prévention soient adoptés et utilisés par les étudiants. Donc, vraiment, la co-construction est cruciale. Donc, je terminerai cette présentation par quelques exemples. D'abord, je vous invite à aller consulter ce lien qui s'appelle le Lab Santé étudiant. C'est une plateforme qui rassemble tous nos projets de recherche dédiés à la santé des jeunes et aux étudiants en particulier. Ça vous donnera un panorama de tous les projets que je vous ai présentés et d'autres aussi qui sont très intéressants avec toutes nos publications. Donc, c'est une mine d'informations, n'hésitez pas à aller regarder. Et je vais vous présenter quelques exemples de dispositifs qu'on a mis en place. Tout d'abord, dans l'étude Prism que je vous ai présentée, qu'on a lancée en septembre dernier, on propose à chaque complétion de questionnaire de Prism, que ce soit à l'inclusion ou au suivi, un retour personnalisé de leur auto-évaluation des indicateurs de santé mentale.
Alors pourquoi? Parce que c'est d'abord une demande qui a été formulée par les étudiants, en particulier pendant l'épidémie, d'en savoir plus sur comment ils se situent par rapport à leur santé mentale. Alors, je le dis tout de suite parce que c'est très important, il ne s'agit pas de faire un diagnostic en ligne, il ne s'agit pas de se substituer à une véritable prise en charge, mais c'est une population qui renonce fréquemment aux soins par manque de connaissances, par manque de moyens, et ils avaient besoin d'avoir au moins des informations sur la santé mentale afin d'être le mieux orientés possible. Donc, ce qu'on propose, c'est pour ceux qui le souhaitent, comme je vous l'ai dit, ils remplissent des échelles, donc ils ne savent pas exactement quel est le résultat de ces échelles. Donc, on leur propose un bilan suite à leur réponse au questionnaire. Alors, il y a différents indicateurs, hein, il y a le stress, l'anxiété, la dépression, le sommeil, l'estime de soi et l'alcool. Alors, il n'y a aucune obligation, bien sûr, à regarder ce bilan. Certains le regardent avec grand plaisir, d'autres nous disent qu'ils ne le souhaitent pas par peur d'y trouver des choses qui ne les rassurent pas. Donc, c'est aussi ce qu'on veut essayer de mesurer avec ce type d'outils. Alors, je vous donne un exemple. Là, par exemple, pour l'anxiété, on leur donne une définition de ce que c'est exactement l'anxiété. Ensuite, on leur montre leur seuil. Là, par exemple, c'est un étudiant qui présente un haut niveau d'anxiété. On lui donne l'interprétation un peu de ce résultat. Alors, tous ces résultats, bien sûr, ont été écrits avec des psychologues et des psychiatres de l'équipe. Et pour certains, ils se comparent aussi au pourcentage en population étudiante, ce qui les rassure beaucoup dans le fait qu'ils ne sont pas seuls à présenter, par exemple, un haut niveau d'anxiété. Et bien sûr, on met à leur disposition des conseils et aussi des ressources existantes. Et je vous en montrerai quelques exemples également. Donc voilà, on fait un peu ça pour chaque indicateur. Pour l'alcool, on leur montre des vidéos sur les consommations d'alcool, sur l'alcool en soirée, des conseils, etc. Alors, on termine aussi par leur mettre pas mal de de ressources à disposition. Alors, des ressources régionales, plutôt sur leur campus, mais aussi nationales, et puis aussi par thématique, selon ce qui les intéresse, l'alcool, suicide, sommeil, anxiété, dépression, etc. Et puis aussi des liens vers nos recherches. Les premiers témoignages des étudiants sont très positifs sur ce bilan psychique. On a fait des questionnaires pour mesurer leur satisfaction. On a presque 600 étudiants qui ont répondu et qui sont à plus de 80% très satisfaits. Mais on va continuer cette évaluation du dispositif par des questionnaires, par des entretiens semi-dirigés en mesurant l'impact à 6 mois. L'idée, c'est de co-construire avec eux. Ils nous font beaucoup de suggestions d'amélioration de l'outil, notamment d'élargir à d'autres thématiques qui les intéressent, sur l'activité physique, sur la nutrition, afin d'éventuellement diffuser cet outil à plus grande échelle. Je vous montre quelques autres exemples qui ont été faits dans notre équipe. Alors ça, c'est un escape room sur la dépression qui avait été développé par David Labrosse, un médecin de santé publique qui a créé sa société Tricky, qui avait travaillé avec les professionnels du service de santé universitaire. C'était donc un escape room qui, par le jeu, permettait d'en savoir plus sur la dépression en retrouvant 5 symptômes du trouble dépressif majeur. Donc, on utilise ici les ressorts de la gamification, c'est-à-dire on joue, on apprend, mais surtout, on se souvient et ça peut déclencher un dialogue. Je vous invite aussi à aller consulter une mini-série interactive qui a été développée par Marine Keroué, une interne aussi de santé publique, pour sensibiliser à la question du risque suicidaire d'un proche. Donc là aussi, c'était un outil co-construit avec les étudiants sur une question sensible, hein, sur le suicide. Vous verrez, moi je trouve que c'est très bien fait. C'est l'utilisateur, comme dans toute mini-série interactive, qui choisit la suite du scénario et qui se met par exemple à la place du suicide, de l'étudiant avec des pensées suicidaires, à la place de l'aidant. Alors, je vous rassure tout de suite, la prévention n'est pas que numérique, heureusement. Donc, on relaie aussi beaucoup le 3114, qui est un numéro quand même national de prévention de suicide. Et je voulais parler, on l'a évoqué tout à l'heure avec Laure, c'est les premiers secours en santé mentale dont l'Université de Bordeaux a développé. On a formé plus de 1000 étudiants et personnels gratuitement sur 2 jours. C'est une formation qui est gérée par l'Espace Santé étudiant de Bordeaux et qui vise à apporter une formation sur en savoir plus sur la santé mentale, comment aider. On ne se prend pas pour des soignants, mais on apprend des choses utiles, comme on apprend les premiers secours, comme on apprend un massage cardiaque. Donc, ça permet bien sûr de déstigmatiser aussi la santé mentale. C'est un dispositif très intéressant.
Je terminerai par nos partenaires de terrain à l'Espace Santé étudiant qui ont beaucoup aussi développé des outils de prévention, de promotion de santé mentale, mais pas que, hein, aussi sur d'autres thématiques comme vous le voyez ici, avec qui on a fait notamment des vidéos, capsules pendant aussi l'épidémie pour garder contact avec les étudiants et pour les informer sur l'épidémie, sur la vaccination et sur la santé mentale avec différents supports qui ont été très bien accueillis. Donc voilà, je terminerai en disant qu'il y a vraiment un potentiel d'intervention auprès de ces étudiants et que leur vulnérabilité psychique a été mise à jour pendant l'épidémie, nous place en tant que chercheurs comme des acteurs décisifs de la santé publique, tant par des activités de plaidoyer pour documenter et alerter sur la santé mentale des étudiants, mais aussi en travaillant fort en co-construction avec les étudiants pour adapter des outils de prévention qui correspondent vraiment à leurs besoins, et d'assurer la transférabilité de nos recherches en travaillant avec des partenaires de terrain, notamment l'espace santé comme nous le faisons à Bordeaux. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie bien sûr toute mon équipe que vous voyez ici, tous les étudiants qui participent à nos études, et puis bien sûr l'IREPS qui nous a accueillis et tous les financeurs de nos projets que vous voyez ici. Donc merci beaucoup et je reste tout à l'heure à votre disposition pour toute question ou tout échange. Merci beaucoup, Mélissa. C'était extrêmement intéressant, extrêmement riche et c'était vraiment bien d'avoir ces 3 études mises bout à bout. Ça permet d'avoir vraiment un état des lieux extrêmement complet. Donc, et puis de finir évidemment sur une note active, proactive. Voilà. Voilà, c'était très très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant accueillir l'équipe d'ARPAD qui vont nous parler donc d'un projet de terrain mis en place à Toulouse, l'Action sur ICAT. Et je vais leur laisser tout de suite la parole pour qu'ils nous présentent cela. Merci. Je pense que vous devez m'entendre là. Petit contrôle. Oui, très bien. Bon, super. Bonjour à toutes et tous et merci encore une fois à l'IREPS et à toute l'équipe du DRAPS de leur invitation pour cette matinale de la recherche. Donc, nous allons vous présenter une action qui s'intitule Action sur ICAT. C'est une action qui est, somme toute, assez jeune puisqu'elle a vu le jour en 2021. Et avant de rentrer dans une présentation de cette action, vous dire quelques mots de l'association ARPAD, qui est un acronyme, donc, Association régionale de prévention et d'aide face aux dépendances et aux exclusions. C'est une association qui s'est créée en 1973 et qui fêtera donc cette année ses 50 ans d'existence. Elle s'est créée à cette époque pour répondre aux problématiques de toxicomanie qui étaient des problématiques naissantes à cette époque-là et qui touchaient essentiellement les jeunes. Donc, dans l'ADN d'une certaine façon de cette association, de l'association ARPAD, est inscrit non seulement la réponse aux problématiques à l'époque dites des toxicomanies et aujourd'hui des conduites addictives, mais également à l'intérêt du public jeune qui, encore une fois, était le public le plus affecté par ces problématiques-là, quoi. Alors, l'association évoluant, elle a très vite été confrontée aux problématiques et aux conséquences de ces conduites addictives, et notamment les conséquences sociales, puisque les publics, au-delà des problématiques de santé, souffraient bien évidemment, en termes d'insertion sociale, de problématiques de logement, de travail et de précarité. Donc, c'est sur cette base-là que ARPAD s'est développé. Aujourd'hui, ARPAD est organisé selon 2 pôles. Un premier qui s'appelle accompagnement, hébergement, insertion, qui regroupe différents CHRS, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, une boutique solidarité qui accueille 2 jours des personnes en grande précarité, développe des différents dispositifs d'insertion, notamment le dernier là, qui est original et qui est porté par la Fondation Abbé Pierre, qui est Premières Heures
en chantier, et également un dispositif qui se développe fortement aujourd'hui d'hébergement en diffus de personnes à la rue et qui s'appelle du coup CEFE. Donc on est sur le volet là du côté d'une question d'hébergement, d'accueil de la grande précarité, d'insertion. C'est le pôle dit AHI. L'autre pôle qui s'intitule, lui, Addiction, Prévention, Santé, est organisé autour d'un XAPA ambulatoire, un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui développe, je ne rentre pas dans le détail, qui développe un certain nombre de services dans et hors les murs à partir de ce service-là, et qui également développe au titre de ce XAPA des moyens d'hébergement type appartement thérapeutique relais ou un centre thérapeutique résidentiel, qui est d'ailleurs la structure historique de l'association, puisque c'est la toute première structure qui a été ouverte dans les années 70, donc pour accueillir les publics confrontés à ces problématiques-là. Par ailleurs, l'association ARPAD et au travers de son pôle APS a développé, du fait de cette préoccupation des questions de jeunesse, dans les années 90, un point d'accueil écoute jeune qui existe toujours sur Toulouse, qui a une compétence départementale quant aux missions qui lui sont confiées, comme à tous les PAEJ. En résumé, prévenir toutes les conduites à risque et notamment toutes les situations de rupture que peut rencontrer la jeunesse au sens large. Et à côté de ça, le pôle addiction, prévention santé développe de nombreuses actions dites de proximité à des niveaux territoriaux différents, que ce soit un quartier, une commune, une intercommunalité, le département, voire la région. C'est ce que je vais essayer de préciser un petit peu là, sans rentrer dans le détail encore une fois, hein, mais on est là sur le pôle addiction, prévention, santé, donc, et ce pôle addiction, prévention, santé a un volet qui est fortement orienté promotion de la santé et prévention, quoi. Ce pôle APS, avec son volet prévention, promotion de la santé, peut se subdiviser d'une certaine façon en deux volets supplémentaires. Un premier qui est consacré à des actions qui sont consacrées, elles, aux conduites addictives de façon assez précise, et d'autres qui sont consacrées à la santé des jeunes de façon plutôt large, quoi. Alors, dans les actions qui sont consacrées aux conduites addictives, il était important là d'en signaler quelques-unes parce que, comme on vous le précisera, certaines de ces actions ont fortement inspiré la création et la mise en œuvre d'actions sur ICAT. Alors, rapidement, hein, elle s'intitule Unplug comme noté sur la diapo. On a un dispositif également auprès de tous les publics PJJ de Toulouse. On anime tout un tas de mesures de justice liées aux infractions à la législation sur les stupéfiants ou aux stages de sensibilisation à l'usage de drogue et produits stupéfiants. Et on a notamment des dispositifs dit de développement des compétences psychosociales, notamment un qui s'appelle Une vie d'air pur, qui s'intéresse là aux écoles élémentaires et qui porte plutôt sur la prévention et la promotion de la santé en matière de tabac. Donc, qui a été totalement construit par nos services et qui se déplie déjà depuis plus de 4 ans. Et un autre dispositif, alors cela, fait-on plus, risque-t-on moins, auquel on participe, qui est un collectif associatif là aussi, qui est un dispositif qui intervient sur le grand centre-ville de Toulouse, notamment, mais pas que, avec une logique de réduction des risques et de prévention sur le milieu urbain, mais également dans des festivals ou des lieux de musique, et qui participe là d'une logique d'aller vers les publics et de pouvoir délivrer à cet endroit des messages de prévention, de promotion de la santé et différents outils
liées au festif, puisque c'est un dispositif qui se développe dans le milieu festif, quoi. Pojlama est aussi un dispositif qui s'intéresse aux conduites addictives, qui est là un dispositif qui va aussi à la rencontre des jeunes sur les espaces publics du grand centre-ville de Toulouse et qui permet, en prenant appui sur des services civiques qui sont accompagnés dans ce travail-là, d'aller à la rencontre dans une logique de pair à pair de jeunes aux alentours des établissements scolaires, des lycées en particulier, mais des collèges également, et sur la base d'un certain nombre d'outils qui sont mis en œuvre par les services civiques, proposer des temps d'échange, de rencontres et délivrer des messages. Les autres dispositifs, rapidement là, sur la santé des jeunes, il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer pour ne pas être trop long, mais au moins en signaler un qui s'appelle Caminado, qui est un dispositif de prévention du décrochage scolaire, qui est là aussi un dispositif qui a été mis en œuvre, créé par les points accueil écoute jeunes de la région, et qui se déplie à l'endroit des collèges et permet dans ce travail-là de développer là aussi une méthodologie de compétences psychosociales auprès des jeunes auxquels ils s'intéressent dans les établissements scolaires. C'est d'ailleurs un dispositif qui devrait être maintenant affiché dans le nouveau site qui va s'appeler Sirena, qui sera un site qui va compulser un certain nombre de programmes de développement des compétences psychosociales avec une forte valeur en termes de reconnaissance quant à leur efficacité. Et puis, dans ces dispositifs-là, santé jeune, de façon très large, on a bien évidemment Action sur ICAT. Et je passe du coup à l'historique un peu du dispositif avant de laisser pardon, la main à mes collègues pour vous présenter le détail du dispositif. En tout cas, l'Action sur ICAT, comme je vous le disais, est partie en quelque sorte d'un constat de la littérature des données épidémiologiques qui allait dans le même sens en 2021 à la suite de la première vague Covid et qui, au-delà des premiers constats avant le Covid sur les problématiques de santé mentale des jeunes, est venu confirmer au travers des différentes études qui ont eu lieu par la suite la difficulté de la jeunesse de façon large, étudiante et au-delà, en tout cas pour les plus jeunes, de ces problématiques de santé. On a également, par le retour des dispositifs que l'on animait, Pojlama, entre autres, et Fait-on plus, risquons moins, eu le même sentiment que quelque chose était en train d'évoluer et pas dans le bon sens du côté de ces problématiques de santé mentale, quoi. Alors, l'objectif du dispositif était bien évidemment de répondre à la hausse importante de la prévalence des indicateurs de santé mentale, bien évidemment, et de leurs corollaires, qui sont les consommations de produits psychoactifs, l'isolement social, le décrochage scolaire, et de faciliter, bien évidemment, par notre intervention, l'accès aux ressources en santé mentale. Et de ce point de vue-là, le projet s'est organisé d'abord sur la sollicitation de la mairie de Toulouse qui s'est préoccupée de cette problématique-là et qui, participant au dispositif que je vous signalais, a souhaité mobiliser les différents partenaires pour avoir une réflexion et savoir quelles pouvaient être les réponses que pouvait apporter ce collectif associatif et la mairie en particulier. Donc, je ne les cite pas puisqu'ils vont apparaître après. Ce qui est important à retenir, c'est essentiellement que c'est un travail autour de la question, bien évidemment, de la santé mentale. C'est un travail d'aller vers, sur les espaces publics, dans les sites étudiants, vers les jeunes, et un travail de pair à pair, puisque c'est un dispositif qui se construit et qui s'anime à partir de services civiques. Et là, je vais laisser la parole à mes collègues pour rentrer dans le détail de la présentation du dispositif. Alors, juste un petit temps de transition, je coupe mon partage d'écran et c'est Maxime et Sarah qui reprennent la main. Bien, merci Frédéric, du coup.
Et merci encore une fois à l'IREPS donc au DRAPS de nous permettre de présenter ce projet. Merci aussi Mélissa pour cette riche présentation. Et la matinale est particulièrement du coup intéressante dans ce lien qu'on peut avoir entre les deux parties, entre cette partie vraiment de résultats de recherche, de pistes de prévention, et du coup nous, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place sur le terrain en lien avec les jeunes sur Toulouse. Du coup, bonjour à toutes et à tous et merci du coup d'être là. Du coup, moi, je m'appelle Maxime Paredes, je suis psychologue du coup clinicien et je suis en charge du coup de ce projet qui s'appelle Action sur ECAT. Et je suis super content de vous le présenter du coup parce que c'est vraiment un chouette projet. Donc du coup, voilà une belle continuité avec Mélissa du coup puisque nous, on intervient auprès du coup des étudiants, mais aussi auprès de manière générale des jeunes 15-25 ans, en fait, du coup, sur Toulouse, dans le champ de la prévention en santé mentale. Donc, du coup, moi, ce que je vous propose pour présenter un peu ce projet, c'est de commencer par les méthodologies qui viennent un peu dire qu'est-ce qu'on y met derrière, un peu de la question de nos postures, le sens qu'on met dans ce dispositif, puis de vous résumer un peu les actions, du coup, que l'on mène sur le terrain. Ensuite, de vous parler un peu de l'équipe qui anime ce dispositif, de vous parler des différents espaces qui existent dans ce dispositif et de terminer par une synthèse un peu de notre activité sur 2022. Voilà. Bon, je ne vais pas vous demander si ça vous va parce que je crois que vous êtes plus de 150, ça risque de faire beaucoup de réponses. Oui, de présentation des partenaires. Oui, alors du coup, je vais reprendre une diapo que Frédéric n'a pas eu le temps de présenter peut-être. Donc, voici un petit peu le montage du projet. Donc, il est copiloté à la fois donc, par ARPAD, mais par l'Agence régionale de santé Occitanie, et aussi par la mairie, plus particulièrement du coup le SCHS, c'est-à-dire le service communal d'hygiène et de santé de la mairie de Toulouse, et donc du coup qui sont à la fois copilotes et financeurs du projet. Et avec un financement aussi indirect, donc du coup de la DRAGES par l'intermédiaire du service civique, puisqu'une partie est prise en charge dans leur mobilisation du coup de leur côté. J'aurai l'occasion de vous représenter du coup les partenaires, on va dire, plus opérationnels du projet. Et ce qui était intéressant de soulever aussi du coup dans le point historique, c'est que le dispositif, il est né à la liaison entre du coup le contexte, comme disait Mélissa, donc de ce qu'on savait déjà de la santé mentale des étudiants et des jeunes de manière générale avant crise, et donc forcément une vulnérabilité dont nous on parle de crise avec un S parce que voilà, au contact des jeunes, on se rend vite compte qu'ils sont sensibles au contexte de manière générale, à la politique, à l'écologie, voilà, au conflit armé récemment. Donc ça revient dans les conversations qu'on peut avoir avec les jeunes. Et que ce dispositif, donc, il est né avec ça, avec l'impulsion du coup de la mairie de Toulouse, mais aussi des dispositifs de terrain avec lesquels on était en lien, parce qu'on travaille beaucoup dans le partenariat, on a beaucoup de partenaires, et qui nous remontaient le besoin d'un dispositif à cet endroit-là, de prévention en santé mentale sur Toulouse, parce que ça venait, cette problématique ressortait dans leurs actions à eux, et ils n'étaient pas forcément spécifiques sur ce domaine-là. Et aussi de dire qu'il est né au début avec aussi la réflexion des jeunes, dans cette idée vraiment de santé communautaire, de jeunes pour des jeunes, avec le Conseil toulousain de la vie étudiante du coup de Toulouse, qui avait réfléchi à un dispositif un peu qui a aussi jeté des bases. Donc voilà, tout ça a fait un mélange et a permis la naissance de ce dispositif avec ses premières actions en septembre 2021. Donc un dispositif assez jeune. Du coup, on va commencer du coup par vous présenter donc les méthodologies. Du coup, la caractéristique de ce dispositif, c'est vraiment la croisée de toutes ces méthodologies qui en font, selon nous, quelque chose d'assez pertinent et efficace sur le terrain. Vous avez à droite quelques photos que l'on a pu prendre sur le terrain, donc soit les stands qu'on pouvait faire sur des forums ou sur des résidences universitaires ou directement sur le terrain au contact des jeunes. Donc en haut à gauche, c'est à l'UT1. En bas, c'est sur la quai, la place de la Dorade à Toulouse.
Donc, la première grosse méthodologie, donc la prévention. Donc, c'est l'idée, je vais essayer de synthétiser quelques points. Donc, c'est l'idée vraiment de se situer en amont. Nous, on a une prévention assez générale, primaire, voire secondaire. Donc, on s'adresse à des jeunes qui peuvent aller très bien. Dans ce cas-là, on va venir valoriser leurs ressources, voilà, venir leur communiquer des informations sur la santé mentale. Voilà, donc on sait la pertinence que ça a, au regard de tout ce qu'on vient de dire en première partie, sachant que du coup, c'est quand même 75 des premiers signes qui apparaissent avant 25 ans. Donc, c'est une période un peu clé pour venir donner des outils, donner des repères aux jeunes, avoir un environnement facilitant, éclairé, on va dire, sur les problématiques de santé mentale. Et plus le repérage aussi est précoce, plus donc ça nous vient sur le deuxième point, plus du coup, on va favoriser le rétablissement et donc c'est-à-dire vivre de manière, la plus épanouie possible, y compris en la présence d'un trouble ou d'une pathologie. Donc voilà, on va essayer du coup sur le terrain, à partir de nos outils qu'on va vous présenter, d'aider les jeunes à se repérer un petit peu dans tout ça. Hem et voilà, à être sensibilisés, à pouvoir repérer pour leur entourage aussi, si ce n'est pour eux directement. Ensuite, on va créer du coup des médiations ludiques, puisque notre équipe, vous allez voir, sont une équipe de jeunes en service civique, donc ils ont entre 18 et 25 ans et ils vont s'adresser à des 15-25 ans et donc ils vont créer des outils qui vont venir leur parler, pour parler de santé mentale de manière plus décalée, plus ludique, plus facile, plus accessible directement, dans la rencontre avec eux. La prévention, c'est surtout aussi un pari sur l'avenir. On sait que les approches préventives, elles sont un peu plus difficiles parfois à mettre en avant parce qu'elles sont peut-être moins, donc il y a des données probantes, il y a des données prometteuses, mais elles sont plus difficiles on va dire, à mesurer dans les impacts. On a beaucoup d'impacts indirects, et cetera. Donc, c'est aussi soutenir les approches préventives, c'est aussi permettre de donner plus d'outils, de capacités à ces adultes en devenir ou de jeunes adultes, potentiels aussi futurs parents. Donc, ça, c'est quelque chose qui ressort aussi dans la rencontre avec les jeunes. Même s'ils sont jeunes, ils se disent, déjà, notre génération, elle est un petit peu plus au fait de la santé mentale et c'est un peu de mieux en mieux et ça c'est chouette, c'est pour du bien. Ensuite, notre deuxième méthodologie, donc c'est l'aller vers, donc c'est-à-dire que le déplacement caractérise notre action. On fait des maraudes, que ce soit dans le centre-ville de Toulouse ou dans les campus universitaires, comme que je vous détaillerai. Voilà, on est dans une démarche très proactive, c'est-à-dire qu'elle est à la fois engagée de la part de notre équipe et engageante forcément, parce qu'on va au-devant du coup des jeunes qu'on arrête un peu dans la rue. Salut, comment ça va? Est-ce que tu as 2 minutes? Et d'engager la conversation juste par le comment ça va ou comment ça va vraiment, d'essayer de dépasser le truc de juste oui, ça va. Et voilà, et après, c'est une adaptation aussi constante par rapport au retour qu'on a. Donc la caractéristique, c'est vrai qu'il n'y a pas de demande, en amont. On va vraiment venir travailler avec le jeune qu'on rencontre, sur, à quelle hauteur il se saisit du dispositif et de ce que l'on propose. Voilà, on a plein de portes d'entrée différentes que je vous détaillerai. Pour nous, vraiment, c'est un levier, parce qu'il y a un peu ce gros mot, lutter contre le non-recours, c'est-à-dire, avoir des aides qui sont accessibles, qui sont disponibles, qui sont riches, nationalement et surtout enfin et aussi sur Toulouse, qui sont pas forcément connues. Et donc, là, avec les jeunes, on a vraiment plein de cas de figure. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui vont ne pas oser. Donc du coup, là, ça va venir, dans ce lien avec le père, de dire: «Bah oui, ça existe, c'est juste là, tu t'inquiètes pas, c'est fait pour toi si tu en as besoin, tu peux le solliciter». Après, il y a plusieurs aides différentes. Venir un peu renforcer ça, tout en respectant l'autonomie de la personne, mais en venant essayer de lui donner un peu des repères. Mais aussi, on a par exemple beaucoup de relativisation. Alors, c'est peut-être aussi un peu culturel. On se dit: «Il y a toujours pire, mais non, moi j'en ai pas, je vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre ou quoi». Mais on a vraiment des jeunes qui peuvent être en difficulté et qui vont pas solliciter de l'aide. Et donc du coup, nous, on va pouvoir essayer de les aider un petit peu dans tout ça. Il peut y avoir aussi beaucoup de blocages par rapport à une première mauvaise expérience avec le champ de la santé en manière générale.
Et donc, du coup, nous, voilà, on essaye de ramener des choses de ce côté-là aussi. Voilà, ne pas s'arrêter. Il y a autant de professionnels que d'outils, que de façons de faire, que de relationnel qui peut convenir aussi. Donc, on essaie de relancer par rapport à ça. Les blocages financiers, bien évidemment, on parle des dispositifs de remboursement de soins. Et mon psy, il y avait santé psy étudiante, etc. Et on a développé un guide que je vous présenterai tout à l'heure avec beaucoup de ressources. Et donc, la plupart des ressources que l'on présente sont gratuites. Voilà, après, voilà, on lutte aussi contre la désaffiliation sociale. On essaie de créer des liens sur la prévention du suicide aussi. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment un levier. Et cette démarche sur le terrain, elle est adaptative dans le sens où on va venir proposer aux jeunes tout un tas de choses, soit directement la discussion. Donc voilà, comme ça va rebondir. Mais Sarah va vous le présenter un peu plus en détail. Moi, je vais rester un petit peu général. Et ensuite, vis-à-vis du projet, du coup, moi, en tant que chargé de ce projet, ça va nous aussi permettre d'avoir, en mesurant ce qu'on fait, d'avoir du recul, d'adapter avec les jeunes les outils, pourquoi pas, pour voir quel type de jeunesse on touche, quel type de jeunesse on touche un petit peu moins, venir un peu adapter nos outils, nos approches, etc. Donc voilà, et bien évidemment, on se décale d'une approche professionnelle puisqu'on a la porte d'entrée du père qui est très complémentaire et assez efficace puisque le père est un point de référence à cet âge-là. Et on est hors institution, on raverse un peu la vapeur, on va vers le jeune pour lui proposer ce qu'il existe et rentrer directement en lien avec lui. Et donc là, troisième méthodologie, donc le pair à pair. C'est l'idée d'avoir une relation d'égal à égal. On n'a pas un apprenant, un sachant de notre côté. Voilà, donc ça permet d'être assez efficace là-dessus. On a une proximité, alors du coup que je mets toujours entre guillemets parce que il y a une proximité d'âge, donc il y a un partage de codes communs, peut-être codes culturels, etc. Mais en rappelant toujours évidemment que la jeunesse n'est pas un groupe non plus homogène ni uniculturel et qu'il y a des jeunesses. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la création du lien, du message efficace, etc. qui se crée puisque le père est une figure de référence. Il peut faire le lien dans le langage aussi charnière entre le langage commun, le champ de la santé mentale, puisque l'équipe elle est formée à ce langage, comme je vous le présenterai tout à l'heure. Ce processus identificatoire qui peut se lancer aussi peut lever les barrières et les potentielles résistances, surtout liées aux caractéristiques de notre intervention, des inconnus qui abordent, le contexte ouvert, le sujet un petit peu délicat. Mais voilà, c'est facilitant du coup par rapport à ça. On va aussi se centrer sur le savoir expérientiel du jeune, non seulement dans la rencontre, c'est-à-dire du coup on part du principe que le jeune est quand même expert de sa situation, il va pouvoir apporter ses propres solutions. Nous, on va juste proposer des aides par rapport à ce qui ressort, par rapport aux connaissances de l'équipe qui vont pouvoir apporter, avoir la puce à l'oreille. Ah, tiens, il m'a dit ça, du coup, j'ai peut-être lui montrer ça, lui parler de ça, etc. Donc, c'est une adaptation, chaque rencontre est un peu unique. Euh, et le savoir expérientiel, bien sûr, aussi de l'équipe. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis en lien tout le temps avec eux sur tous les espaces du dispositif et on va venir utiliser leurs connaissances sur leurs codes, la culture, etc., pour passer des messages de manière un petit peu adaptée, plus ludique, voilà, pour donner envie. Et donc, le pair à pair, c'est aussi un engagement. Et ça, on a beaucoup de retours super positifs par rapport au dispositif. La mission de service civique, c'est quelque chose qui parle aux jeunes qu'on rencontre. Et ils trouvent toujours ça vraiment super cool d'avoir un dispositif qui vienne les rencontrer avec des jeunes sur les questions de santé mentale que les jeunes trouvent très importantes. Donc voilà, c'est assez motivant pour l'équipe aussi d'avoir tous les retours des jeunes qu'on rencontre. Et enfin, du coup, je vais aller super vite, mais l'écoute et l'échange, c'est donc une méthodologie auquel sont formés les jeunes qu'on accompagne. Donc, c'est forcément une certaine posture, donc une éthique dans la relation. Bien sûr, on suscite l'adhésion dans la rencontre, mais on va quand même respecter l'autonomie, les choix de la personne, y compris dans ce qu'on propose. Donc, ça va être aussi veiller à ce que l'équipe soit pas en difficulté et la bonne posture à la fois de préventeur et dans l'écoute, de pas être en difficulté. Voilà, les jeunes se saisissent à la hauteur de ce qu'ils veulent sur le dispositif.
Voilà, accueil inconditionnel, ça veut dire qu'on prend tout le monde qui vient comme il est. Ça demande beaucoup de travail, de recul sur les représentations des jeunes de l'équipe aussi, sur leur propre rapport à la santé mentale. Qu'est-ce qui se joue dans l'allée vert, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se rejouent pour tout le monde dans la rencontre avec les autres. Voilà, et après, je passe un peu rapide sur les autres. Et donc, il y a un discours un peu de préventeur, mais toujours dans la co-construction avec le jeune sur le terrain. Donc, en résumé des actions, donc nous, au contact du jeune, on va informer sur la santé mentale, sur les aides qui existent, sur les troubles et pathologies, qu'est-ce que le rétablissement, etc. Créer du lien, on va écouter, échanger, on va sensibiliser et déstigmatiser à partir d'outils, et donc forcément en créer des médiations ludiques. On va proposer des orientations, on va distribuer des ressources, proposer aussi des ateliers de sensibilisation et des stands. Donc, on participe à pas mal d'événements. Et on est aussi présent sur le numérique. Sarah pourra vous en témoigner, sur Instagram notamment. Donc, je vous présente le guide de ressources. Je vous ai mis quelques pages. À la fin de la diapo, il y aura un QR code et vous pourrez le regarder de manière numérique. On a essayé du coup de présenter le panel d'offres de manière nationale et sur Toulouse, ils sont présentés du coup. Donc, on a les professionnels, les thérapies, voilà, pour essayer de préciser ce qu'on met derrière tout ça, parce que c'est le champ de la santé mentale est un univers des fois un peu complexe et les jeunes n'ont pas toutes les connaissances et les références, les dispositifs de remboursement, les structures d'aide, les numéros nationaux, les sites renseignés, etc. Et à chaque fois, pour chaque association, structure, on a un QR code qui permet de créer un contact directement dans le téléphone du jeune. Donc, il n'y a pas de perte d'information ou de difficulté, c'est rapide, et il peut appeler, envoyer un mail, faire un itinéraire directement à partir de ce contact. Donc, un outil très stratégique que l'on distribue à 90%. Tous les jeunes veulent vraiment repartir avec ça. Voilà, ça les rassure, ils le feuillettent, ça les intéresse. Voilà, on a essayé qu'il soit le plus accessible et le plus facile possible. Donc, un petit mot sur l'équipe du coup du dispositif. Donc, notre équipe, elle est constituée essentiellement de services civiques, donc c'est-à-dire voilà, une mission qui dure 6 mois. Il y a une équipe du coup qui est présente sur tous les espaces du dispositif, qui est en intermédiation avec l'USCV, Union française des camps de vacances, qui ont l'agrément. Et du coup, moi, je suis leur tuteur et je vais pouvoir les accompagner sur leurs 24 heures semaine sur les questions de bien-être, de santé mentale, sur tous les espaces du dispositif. La petite particularité, c'est qu'on a deux du coup de ces suricates, on les appelle les suricates et on s'appelle tout le temps suricates sur le terrain, donc c'est au moins la réalité des choses. Et du coup, on a deux suricates qui participent aussi au dispositif de prévention qui s'appelle Pose la main, qui est sur ARPAD aussi, des conduites addictives auprès des collégiens, des lycéens, et donc on les appelle les Suri la main, c'est un hybride. Ensuite, au niveau de l'équipe partenaire, voilà, donc on a ACT UP, Avenir Santé, LMDE qui s'appelle maintenant Prévention Plurielle, le SIMS, le Crous, Nightline. Et voilà, donc vous avez un peu le nombre de personnes, de volontaires du coup, de ces équipes qui participent à notre dispositif, c'est-à-dire qui sont formés, qui peuvent passer sur les groupes de travail et qui participent à nos actions sur le terrain dans l'allée vert auprès des jeunes. Donc c'est l'esprit du dispositif, dans le partage des ressources, de quadriller un peu sur plusieurs problématiques Toulouse, puisque chaque association a sa richesse, c'est-à-dire qu'ils vont être sur des choses différentes et ça va apporter vraiment une richesse à l'ensemble. Donc voilà, Nightline, la ligne d'écoute. Le SIMS, la particularité, ce sont des étudiants relais santé, puisque Mélissa en parlait. Voilà, donc sinon, tout le reste, c'est des volontaires en service civique qui sont accompagnés, formés du coup par le dispositif. Donc, au niveau de la formation, pour nous, c'est vraiment un préalable, une obligation pour aller sur le terrain. C'est santé mentale aussi pour l'équipe. Donc, nous, on ne veut pas que l'équipe soit en difficulté dans cet aller vert, dans le fait de parler avec les jeunes, dans la méthodologie de l'aller vert qui est particulière, qui peut être difficile. Donc, voilà, on forme un petit peu sur tout ça, les messages en santé mentale, déconstruire les idées reçues, etc. On va venir apporter des connaissances générales sur les troubles et pathologies en santé mentale, du coup.
c'est l'idée que les volontaires en service civique ne sont pas des experts quand ils arrivent. On a des profils très variés. Donc, on a évidemment du coup des personnes qui sont en psychologie ou qui se désignent à la psychologie, mais pas que, parce que l'idée du service civique, c'est d'avoir les profils les plus variés possibles. On recrute d'ailleurs sur motivation et pas sur profil. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir laisser la chance à tout le monde de connaître l'univers de la santé mentale et de devenir un père aidant dans leur vie personnelle et professionnelle, peut-être même des ambassadeurs de ces questions-là. Donc, on a un peu voilà, tous ces modules de formation auxquels voilà, l'écoute active aussi, qui est une posture importante. On a, vu qu'on est présent sur le numérique, on a ce recul, on a une sensibilisation à l'usage du numérique forcément pour avoir un peu voilà, ce recul. On utilise ce média, mais voilà, on est conscient de l'utilisation qu'on peut avoir pour faire de la prévention aussi. On a la formation, du coup, donc là, c'est une formation que du coup, on fait en interne à l'ARPAD, que moi, je propose aux volontaires. Et récemment, du coup, je suis aussi formateur premier secours en santé mentale. On la propose, du coup, pour l'équipe aussi, pour venir les valoriser aussi, puisque c'est une attestation de secouriste, et leur donner le maximum de clés. Voilà, on a la formation continue puisque du coup, je les accompagne sur tous les espaces du dispositif, c'est-à-dire donc de la formation au début, au groupe de travail où il veut venir et vous faire évoluer des outils, créer des outils, publier sur le numérique, la supervision lors des sorties où je suis présent aussi sur toutes les sorties de terrain, le groupe d'analyse de pratique que l'on mène. Et voilà, les actions de terrain. Voilà, en termes de dispositifs, ils sont vraiment accompagnés. C'est un dispositif très valorisant pour les services civiques et voilà, où on essaye de prendre soin de eux pour qu'ils puissent aussi être au mieux auprès des jeunes qu'on rencontre. Et donc voilà, pour terminer un peu donc, sur le terrain, grosso modo, quelques informations. On est présent sur les campus de Toulouse, sur le centre-ville, les résidences universitaires, on sort 4 fois par semaine, des sorties qui durent 3 heures. Les volontaires se mettent en binôme ou en trinôme. Du coup, moi, je suis présent systématiquement. Et les sorties sont structurées, voilà, 30 minutes de briefing, 30 minutes de débriefing à la fin et des actions d'à peu près 1h30, 2 heures. Et là, encore une fois, comme je suis présent, dans le briefing, c'est l'idée de prendre soin de l'équipe. Donc, on voit, il y a une météo des humeurs, donc on voit comment chacun se situe. On peut adapter l'action aussi par rapport à l'état aussi des volontaires, aussi comment ils se sentent, parce que c'est un dispositif qui est très coûteux en termes d'énergie, cognitif, émotionnel, voilà, tout ce qu'on veut. Donc voilà, on va venir s'assurer de tout ça, répondre aux questions, préciser des choses par rapport aux outils. Ensuite, le fait que je sois présent, je peux être sollicité si les volontaires ont des questions, si aussi ils ont été effractés par une histoire qu'ils ont entendue, qui les a touchés. Donc là, pour être en soutien directement, pouvoir prendre le relais avec les jeunes qu'ils rencontrent si nécessaire. Et dans le débriefing, c'est aussi un moment très riche d'élaboration, puisque tous les membres de l'équipe vont venir dire que, par binôme qu'est-ce qu'ils ont fait, quel type d'action, quels outils ils ont utilisés. Et cet espace renvoie du coup au groupe de travail où on va venir faire évoluer les choses, etc. Donc, c'est très, très riche et très intéressant. Donc voilà un peu le topo par rapport aux lieux dans lesquels on intervient. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas de Toulouse, donc on a en haut plutôt le centre-ville de Toulouse. Donc on a les quais de la Dorade, la place du Capitole et les rues adjacentes qui vont jusqu'à Saint-Cernin. Et ensuite on sort aussi sur certains jardins, puisque quand les jeunes sont posés, c'est propice à faire des petits jeux. Donc il y a le jardin japonais, il y a Maxime, oui, je vous coupe juste pour vous dire qu'il resterait plutôt 5 minutes. Et Donc, ouais, ok. voilà, si Sarah veut intervenir. Ouais, mais du coup, je vais lui laisser la parole. La parole. Voilà, donc là, c'est les chiffres, mais peut-être on pourra y revenir s'il y a des questions. Voilà, mais je vais laisser la parole à Sarah, du coup. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui? Oui, très bien. Ok, super. Bon, mais du coup, pour me présenter rapidement, je m'appelle Sarah. J'ai 21 ans, je suis en L3 de psychologie et j'ai fait partie de la première promotion des services civiques sur Action sur ICAT. Et du coup, pour vous expliquer un peu concrètement ce qu'on fait sur le terrain, qu'est-ce que c'est une action sur Action sur ICAT? Pour nous, ça commence quand toute l'équipe se rend dans les lieux du rendez-vous, que ce soit en centre-ville ou devant le campus.
et qu'on débriefe comme Maxime il vous a expliqué. C'est très important pour nous aussi de pouvoir dire comment on se sent vis-à-vis de l'action. Et du coup, une fois on s'est divisé en équipe, on prend nos petits tote bags avec tous nos outils et on va à la rencontre des jeunes. Et du coup, quand on est devant les personnes, déjà, nous, on se présente et on présente le dispositif. Et à ce moment-là, on peut avoir 2 types d'interventions, d'échanges, du coup. Le premier, ce serait ce qu'on appelle la Léber bref. Du coup, c'est bref. Ça arrive quand les personnes n'ont pas le temps ou forcément l'envie, ils ne sont pas partants pour échanger avec nous, mais ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on leur laisse notre libéré de ressources qu'ils sont ravis d'avoir parce que c'est un super outil et on leur donne la possibilité de nous contacter plus tard via les réseaux sociaux ou si dans le cas des campus, puisqu'on revient assez souvent, si besoin, ils peuvent nous rencontrer sur place. Et du coup, après, on a ce qu'on appelle les espaces d'écoute et d'échange, quand les gens ils sont partants pour s'exprimer. Et du coup, il y a les personnes qui s'expriment directement parce qu'elles se sentent concernées, ça leur parle, le dispositif. C'est très drôle parce que parfois, dès qu'on dit Salut, on est Action sur ICAT, comment allez-vous ?» Direct, ils commencent à parler et du coup, c'est très facile pour nous parce que nous, on a juste à rebondir sur ce qu'eux, ils nous disent. Et du coup, ça peut toucher à infinité de sujets de conversation, l'anxiété liée aux examens, la réorientation, les relations amicales, les relations amoureuses, n'importe quoi, vraiment. Et du coup, là, dans ces cas-là, nous, on les écoute activement. Si besoin, on peut les réorienter vers les ressources qui sont le plus adaptées pour eux et pour elles. Et voilà. Et du coup, même si, pour nous, c'est très important qu'ils sachent que même si ils n'ont pas encore un trouble, nous, on fait de la prévention, c'est-à-dire on ne s'adresse pas forcément aux gens qui ont déjà une pathologie avec un diagnostic. Nos ressources, ça peut concerner tout le monde. Et si eux, ils sont en détresse, ils ont le droit de faire appel à quelqu'un qui puisse leur aider. Après, il y a des personnes qui ne sont pas forcément concernées, mais qui veulent avoir les informations parce qu'ils ont des proches qui sont concernés par les sujets de santé mentale. Et après, ça nous arrive qu'il y ait des personnes qui ne se sentent pas forcément à l'aise de s'exprimer directement et du coup qui préfèrent de passer par l'un de nos jeux ou nos outils pour engager la conversation d'une façon plus facile et plus ludique parce que parfois c'est des sujets un peu délicats. Et du coup, ces espaces d'écoute et d'échange, ça peut durer de 15 minutes à 1 heure. En tout cas, c'est le jeune qui marque le rythme et nous, on s'adapte à ses besoins et à ses envies. Et du coup, quand le jeune ou la jeune décide que c'est le moment de se dire au revoir, nous, on les remercie. Et on leur laisse quand même notre petit livret et nos réseaux sociaux pour qu'ils ou elles puissent nous contacter en cas de besoin. Et du coup, sur nos réseaux sociaux aussi, ils peuvent soit nous envoyer un petit message et aussi consulter tous les posts qu'on crée pendant les espaces d'écoute, pendant les groupes de travail. Et là, ils ont beaucoup d'informations très, très chouettes, très utiles, qui touchent à beaucoup de thématiques en lien avec la santé mentale aussi. Et
Et voilà, à part les actions de terrain, comme il a dit Maxime, on fait des stands dans les facs et aussi dans les espaces qu'on nous propose, soit la mairie de Toulouse, peu importe. Et du coup, pour vous parler un peu des retours qu'on a et aussi un peu de mon expérience personnelle, bah, en général, c'est un échange qui est très gratifiant, c'est une expérience très chouette. De notre côté, nous, les volontaires, on a l'impression d'être vraiment utiles et, et d'aider vraiment à un opère, du coup, à surmonter toutes ces difficultés ou juste à se sentir plus informé sur le sujet de la santé mentale. Et, et du coup, la grande majorité des jeunes qu'on rencontre, ils ont des retours super positifs. Et normalement, ils nous disent que c'est chouette de pouvoir rencontrer d'autres jeunes qui sont engagés pour la santé mentale et que c'est quand même très nécessaire. Et c'est très sympa parce que tout se passe dans une ambiance très good vibe. Et du coup, c'est très cool quand même. Et personnellement, pour vous parler un peu plus de mon expérience, bah, moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe des Suricat, qui est une équipe des volontaires, et aussi avec Maxime, qui sont super engagés et super motivés. Et ça a été très stimulant et encourageant pour moi. Et en plus, ce qui fait l'une des forces du dispositif, c'est le fait que chacun d'entre nous a un parcours très différent. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance que mon service civique soit directement en lien avec mes études et avec ce que je veux faire. Mais c'est une expérience très épanouissante pour tout le monde, pas forcément juste pour les profils psycho. Et du coup, moi, plus concrètement, ça m'a permis d'avoir une vraie expérience sur le terrain et de rencontrer des jeunes qui pouvaient vivre des choses plus ou moins difficiles. Mais en tout cas, même quand il y a eu des situations un peu plus compliquées, bah, j'ai toujours pu tirer un apprentissage et c'était vraiment très, très cool. Du coup, je ne sais pas si on a le temps de voir très rapidement les outils ou pas vraiment. Et rapidement, si vous C'était pouvez faire juste, ça en 2 minutes, voilà. C'était juste pour vous présenter un peu qu'est-ce que ça donne, les outils qu'on utilise sur le terrain. Là, tout en haut, on a le KIES, professionnel de la santé, où nous, on lit des propositions et les jeunes, ils doivent deviner. On a les cartes personnages, juste pour pouvoir lancer un peu le débat sur l'histoire du personnage, la façon, le lien que eux, ils ont avec la santé mentale, comment eux, ils ont surmonté les difficultés. On a les cartes quiz. Voilà. Tous ces outils nous permettent d'engager la conversation d'une façon plus ludique. Et voilà, c'était un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, je pense. Ah non, c'est l'oracle. Pardon. Mais bon, c'est aussi l'un des outils qu'on utilise. Celui-là, il est très chouette parce qu'il est très attirant. On a vraiment la boule de l'oracle et chacune des fleurs correspond à une valeur. Et du coup, ça parle aux jeunes et eux-mêmes, ils engagent la conversation. C'est vraiment très cool. Et du coup, ici, vous avez notre QR code au cas où vous voulez regarder nos réseaux sociaux ou avoir le livre et les ressources. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Ok, bon, merci. Merci beaucoup, Sarah. De toute façon, votre PowerPoint sera mis à disposition du public et puis des gens qui viendront visiter le site du DRAPS par la suite. Donc, tout ce qui est dedans sera accessible. Bah, super. Merci beaucoup pour votre témoignage, en tout cas. Avec plaisir. Si c'est bon pour vous, on peut passer aux questions. C'est bon pour tout le monde?
Alors, on a récolté un certain nombre de questions. Je vais commencer par ordre des interventions. Et je vais essayer d'équilibrer en fonction du temps qui nous reste. Alors, une première question qui s'adresse donc à Mélissa. Une première question sur les chiffres présentés, notamment sur la catégorie non étudiants dans vos recherches. Est-ce qu'elle représente les jeunes en moyenne de 21 ans qui ne font pas d'études, ou alors est-ce que c'est l'ensemble de la population non étudiante? Alors oui, merci, je l'ai dit un peu vite, merci pour la question, ça me permet de le repréciser. C'était sur l'ensemble de la population non étudiante qui était plutôt jeune, avec une moyenne d'âge de 35 ans. Mais je l'ai dit un peu vite, c'était pour dire que quand on a fait des modèles statistiques où là on prend en compte la différence d'âge, si vous voulez, on fait des modèles pour que toutes choses soient égales par ailleurs, pour rendre les groupes comparables, y compris en ajustant sur l'âge, les étudiants présentaient 60% de surrisque d'épisodes dépressifs. Et merci pour la question, ça me permet de le repréciser. C'était une question de Virginie Falcucci, donc une collègue de l'IREPS en Corse. Merci à elle. Alors, autre question, comment avez-vous fait concrètement pour mettre en place la co-construction dans vos projets de recherche avec les étudiants? Alors, il y a plusieurs moyens. Le moyen un peu simple et qui permet d'avoir beaucoup de monde, c'est d'abord de faire des questionnaires en ligne de satisfaction, comme on le fait. Ensuite, pour la co-construction, quand on veut que ce soit fait de manière plus fine, sur des détails, sur le vécu, sur la perception, sur la communication autour de l'outil, on fait des entretiens semi-dirigés ou des focus group avec des petits groupes d'étudiants, et souvent avec des sociologues d'ailleurs. Et puis, on a, comme je le disais, pour chacun de nos projets de recherche, des étudiants relais qui travaillent avec nous, qui non seulement sont nos relais sur le terrain pour une approche pair à pair, mais qui sont aussi inclus dans le dispositif de co-construction, qui nous donnent leur avis sur la communication, sur la façon de présenter l'outil, sur sa conception. Merci. Donc, du coup, ça reboucle un petit peu avec la dernière question sur la partie méthodologique. Quelle est la place des sciences sociales et notamment de la sociologie dans la mise en œuvre de vos études? C'est une question d'une étudiante en 3e année de socio, qui est également secouriste en santé mentale, qui est présidente d'une association théâtrale qui s'appelle Les Petits Mots en Bulle. Ah ben, bravo à elle. Voilà. C'est très bien. Alors, c'est vrai que nous, on est une équipe pluridisciplinaire. On a psychiatres, psychologues, sociologues qui travaillent avec nous. C'est vrai que, alors, comme elle pose la question spécifiquement pour les sociologues, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec eux. Ils nous aident notamment à concevoir les études qualitatives de nos projets, puisque moi, c'est vrai que je suis épidémiologiste, donc je travaille plutôt sur le quanti, mais c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux études qualitatives. Donc là, on a besoin de l'aide des sociologues qui conçoivent, qui font les grilles d'entretien, qui interprètent les résultats, qui nous font un rapport détaillé de leur étude qualitative qu'on peut ensuite couper dans ce qu'on appelle une approche mixte avec nos données quantitatives. Mais effectivement, ils ont une place prépondérante depuis de nombreuses années dans nos équipes et ils sont précieux pour nous pour aller plus loin sur l'analyse de questionnaires et aller plus loin sur le véritable vécu des étudiants, comme on l'a fait par exemple avec une sociologue qu'on avait recrutée pour l'étude sur les étudiants en santé. Merci beaucoup. Des questions maintenant plutôt sur les résultats, sur les perspectives de recherche. Une première question qui porte sur est-ce qu'il y a un lien qui a été fait entre les troubles psychiques et les décrochages au niveau des formations? Donc on sait qu'effectivement les premières et les deuxièmes années sont marquées par un fort décrochage. Oui, alors comme je le disais, c'est une perspective qu'on va essayer d'avoir vraiment les résultats, parce qu'il faut avoir les données claires, il faut avoir accès aux données de décrochage académique pour pouvoir les coupler avec nos études. Donc c'est un projet qu'on a en cours, des études internationales hors français ont montré déjà des liens, mais nous on cherchait aussi à le regarder sur nos cohortes d'étudiants français. Donc c'est en projet, peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir de vous présenter ces résultats lorsqu'on aura avancé. Désolée, je ne peux pas vous donner des résultats clairs sur cette thématique. Non, mais en tout cas, c'est en cours. C'est intéressant de les avoir à terme. Oui, puis de regarder dans l'autre sens aussi. Si le décrochage académique, voilà, quelles répercussions sur la santé mentale. Oui, exactement.
Une question également sur les méthodes, du coup aussi, on y revient. Quelles sont les méthodes qui permettent de faire ressortir aussi des facteurs des facteurs de protection chez les jeunes adultes? Oui, c'est bien. Merci beaucoup à la personne qui a posé la question. C'est bien, j'en ai assez peu parlé, mais c'est très important aussi. On regarde l'ensemble des facteurs associés, par exemple, à la dépression ou au comportement suicidaire, mais il y a bien sûr ce qu'on met en exergue, c'est les facteurs de risque, mais c'est aussi les facteurs protecteurs. Ce qu'on a identifié, il y a des facteurs protecteurs qui sont, entre guillemets, pas modifiables, en particulier ceux qui sont plutôt en lien avec le statut socio-économique, qui sont difficilement modifiables en tous les cas. Par contre, ceux qu'on a identifiés et sur lesquels on pourra réfléchir à des dispositifs de prévention, c'est par exemple ceux en lien avec le support social, qui a été clairement identifié comme un facteur protecteur, et aussi et surtout l'activité physique, qui était vraiment un facteur très protecteur, en particulier pendant la période épidémique. Ouais, c'est vraiment intéressant et effectivement, c'est important de voir maintenant quels sont les leviers, quoi, parce que une fois qu'on a fait le tour du problème et qu'on l'a bien constaté, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, une autre question, peut-être une remarque un peu plus générale. Sachant que les services de pédopsychiatrie, notamment les services d'urgence, sont saturés de prise en charge de jeunes ados, des 11-12 ans, en souffrance psychologique, avec un pic notable en 2022, y a-t-il des projets d'études sur ce qui est mis en place avant l'âge d'entrée dans la vie étudiante? Est-ce que l'on sait aussi si cette fragilité de santé mentale chez les étudiants était déjà présente avant la vie étudiante, qui viendrait en fait accentuer les symptômes? Oui, alors tout à fait, notre chef d'équipe est pédopsychiatre, donc c'est vrai qu'on suit aussi ce qui se passe pour les enfants et les adolescents. Bien sûr, il y a beaucoup de projets qui sont faits sur les adolescents. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, mais dans l'équipe, il y en a. Moi, ce que j'ai observé, en tout cas dans mes études, c'est que, bien évidemment, les étudiants les plus à risque de comportement suicidaire, par exemple, c'était ceux qui avaient déjà présenté à l'adolescence, par exemple, des passages à l'acte suicidaire, ou qui ont rapporté des adversités dans l'enfance, type maltraitance physique, mais aussi psychologique, ou du harcèlement scolaire. Et donc, même après, sur du long terme dans la vie étudiante, on a retrouvé des fortes associations entre ces caractéristiques et leur santé mentale en tant qu'étudiant. Donc, c'est vrai que c'est une question cruciale, parce que cette prévention, nous, on le fait avec la population étudiante, puisque c'est notre population d'intérêt, mais elle doit être le plus précoce possible, parce que bien sûr, ce qu'on fait dans l'enfance aura des répercussions sur la vie du jeune adulte, et de même, ce qu'on fait auprès des étudiants, ça va aussi conditionner leur vie professionnelle future, hein, ça leur donnera des habiletés pour leur vie professionnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est une prévention à toutes les étapes de la vie, et bien sûr, ce sont les individus déjà les plus à risque, ceux qui ont des antécédents dans l'adolescence et l'enfance. Merci beaucoup, Mélissa. Je vais passer à des questions pour l'équipe d'ARPAD. Et une question qui rebondit avec celle qu'on vient d'évoquer. Prévoyez-vous de travailler avec les lycées et de sensibiliser l'éducation nationale pour gérer en amont les problèmes de santé mentale chez les jeunes, car nous sommes submergés par le nombre grandissant du mal-être des ados dans nos établissements sans trop de ressources, hors Toulouse. Par exemple, en créant une équipe mobile sur des bassins dans les départements de l'académie. C'est une infirmière en lycée professionnel qui nous pose cette question. Je vous laisse y répondre. Je peux prendre peut-être la parole si Maxime veut ajouter un mot après, mais on est sur un modèle de développement de ce dispositif à plusieurs échelles. On l'a lancé, comme je vous disais, de façon assez récente, et on recueille un petit peu actuellement les retours de terrain et les ajustements que l'on apporte pour le développer encore davantage, et qu'il soit davantage adapté au lieu sur lequel on le développe. Donc encore aujourd'hui, en grand centre-ville, sur les sites étudiants notamment, mais dans les perspectives que l'on a de développement de ce dispositif, on imagine bien évidemment d'abord un développement plus important au niveau numérique, qui reste une voie d'accessibilité fondamentale pour trouver de la ressource et du soutien, mais pas que, le numérique. Et également les endroits où, dans d'autres territoires où la circulation dans les centres-villes ou sur les espaces publics ne sont pas aussi importants que sur Toulouse, et on imagine bien que c'est la grande majorité des lieux que
que de n'avoir pas autant de circulation en centre-ville que sur Toulouse. Et donc, à cet endroit-là, on a l'éducation nationale comme partenaire privilégié que l'on sollicite régulièrement pour les sensibiliser non seulement à ce dispositif, mais à d'autres que l'on a pu évoquer au départ. Et en termes donc, de développement, de penser un modèle Action sur I4 qui serait adaptable à pouvoir s'implanter dans les établissements scolaires. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de pouvoir avoir la complicité d'une certaine façon de l'éducation nationale pour s'investir sur ce modèle-là, quoi. Je sais que l'ARS, qui est un acteur fondamental de ce dispositif, puisqu'elle a été dès le départ présente et porteuse pour le développer. À côté de ça, la mairie de Toulouse, bien sûr, et puis les services de l'État, de la DRAGES, qui financent notamment les services civiques. Mais je sais que l'ARS est particulièrement sensible à pouvoir travailler avec l'éducation nationale. Nous, on n'attend que ça, d'avoir l'opportunité qui puisse nous être donnée de développer dans ces espaces, quoi. Hein. Et il y a matière à faire et on a déjà pas mal d'idées de côté pour les mettre en œuvre, quoi. Oui, vous avez un certain nombre déjà d'autres projets qui sont en partenariat avec l'éducation nationale et effectivement, l'Action sur I4 pourrait s'insérer dans cette dynamique-là qui existe déjà. Ça m'amène à une autre question aussi sur la question du déploiement de ce dispositif. Des actions de prévention peuvent-elles être proposées dans les villes universitaires d'équilibre hors Toulouse? Donc effectivement, on sait que dans la région, il y a un certain nombre de sites universitaires hors Toulouse, donc ça c'est une question aussi. On est encore une fois particulièrement sensible à toutes les zones et territoires qui, bien évidemment, ne bénéficient pas de moyens que l'on peut déployer à d'autres endroits qui sont beaucoup plus équipés en termes de recours, de ressources et autres. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai champ de réflexion sur lequel on se penche aussi, que de donner accès, de faciliter cet accès à des sites qui ne bénéficient pas de moyens de proximité leur permettant de développer ce type de projet. Encore une fois, à s'arrêter à réfléchir à ce que ça pourrait être, les choses peuvent tout à fait se penser sur d'autres modèles, mais qui s'inspirera du fond de ce qui est développé à partir de ce type de dispositif, quoi. Hein. Et très précisément, hein, si on a pu développer ce type de dispositif, c'est encore une fois parce que on bénéficiait d'une certaine expérience par rapport à d'autres dispositifs, on bénéficiait d'un travail et d'une culture partagée avec d'autres associations sur ces questions-là. Donc c'est un cheminement qui a été long puisque on travaille depuis des années avec tous ces partenaires-là et on voit que la continuité d'un travail de ce point de vue-là apporte un certain nombre de réponses tout à fait pertinentes à d'autres problématiques. Je veux juste signaler que si ce dispositif, en 2 ans, je ne sais pas si tout le monde réalise quand même l'évolution en 2 ans de ce à quoi on a abouti, si ça a été possible, c'est aussi parce que nos partenaires financeurs ont fait le choix d'investir sur un temps plein de psychologues pour porter ce dispositif-là et non pas un temps parcellaire qui aurait plus compliqué qu'autre chose la mise en œuvre de ce dispositif-là. Donc là, c'est un peu un plaidoyer pour dire quand on met les moyens, il y a aussi des résultats, quoi. Oui, tout à fait. Une autre question qui est plus sur comment vous gérez la problématique en fait des longs délais de prise en charge auxquels peuvent être confrontés les étudiants que vous allez rencontrer sur le terrain et qui peuvent déjà être dans des problématiques qui sont dans des problématiques de souffrance mentale et qui ont déjà cherché à trouver de l'aide ou bénéficier de l'aide et qui éprouvent des difficultés à accéder à cette prise en charge. Donc, la longueur des délais, comment vous gérez ça sur le terrain? Je veux bien laisser la parole à Maxime si il veut réagir aussi, mais on a, par le biais notamment du livret de ressources,
affiché un certain nombre de recours possibles, notamment sur tous les moyens d'accès à des psychologues qui ont été ouverts par différentes institutions, qui restent cette possibilité-là. Et puis surtout, par les différentes lignes d'écoute qui existent, la capacité à pouvoir aussi solliciter une écoute sur tel ou tel dispositif d'écoute en ligne, voire numérique. Donc, tous ces moyens de recours intermédiaires sont fondamentaux pour dire à la personne, c'est un peu l'esprit dans lequel on a fait ce dispositif et qui est, vous l'avez bien compris, un dispositif de prévention et non pas de prise en charge des problématiques de santé mentale. Mais tout l'esprit de ce dispositif qui s'est, entre guillemets, inspiré de ce qu'on appelle le conseil minimal en tabacologie, qui consiste à aller voir les personnes et à leur demander est-ce que vous fumez et est-ce que vous avez programmé d'arrêter et d'aller voir les gens en leur disant comment allez-vous et soyez sûr qu'il y a des gens qui se préoccupent de vous. Ça permet aux personnes de se saisir et de s'ouvrir à cette préoccupation-là. Et encore une fois, en matière de recours, ben, il n'y a pas de meilleur recours et de meilleur moyen de prévention que d'être assuré qu'on a des gens autour de soi qui peuvent constituer ce lien fondamental qui fait que les gens ne se sentent pas seuls, isolés et d'une certaine façon sans possibilité d'appui, quoi, hein. Les recours spécialisés sont absolument nécessaires, hein, mais il est aussi absolument nécessaire d'être soit assuré qu'on est dans un environnement bienveillant et où on sera sûr de trouver une écoute à côté de soi. Oui, c'est ça, c'est vraiment la notion d'être vu et entendu, déjà dans un premier temps. Maintenant plutôt sur les outils, sur la question des outils, utilisés dans le Suricat que vous avez, montré à la fin, Sarah, et qui avaient l'air qui ont l'air super. Comment ils ont été créés? De quelle manière? Maxime. Et tu compléteras du coup. Ah ok, oui, je bien, c'est comme ça. Donc, du coup, comment vous le présentez, on a pas mal de groupes de travail qui mobilisent les services civiques. Donc, c'est une élaboration collective. On utilise des biais comme Canva, on utilise beaucoup de ressources en ligne, on partage des informations, des documents, mais on se retrouve vraiment physiquement. Donc, on a un peu, entre guillemets, une sorte de cahier des charges qu'on s'auto-crée. Et après, les jeunes, du coup, se répartissent un peu ce qu'ils ont envie de faire, de créer. Ils se mettent à plusieurs sur des choses. Moi, je suis un petit peu là pour les motiver, pour leur donner des pistes. À partir de la formation, ça leur donne plein d'idées. Alors, quand je leur présente un truc, je leur dis, ben, ça, vous voyez, il y a peut-être des portes d'entrée à créer, ben, vous en saisirez comme vous voudrez pour créer des choses ensuite. Donc voilà, après ça dépend les outils. Il y en a certains du coup que j'ai élaborés pour participer un petit peu aussi à tout ça. Et il y en a la plupart, la majorité, qui ont été créés dans ce collectif en fait par par l'échange de compétences sur le numérique aussi, puisque c'est souvent des trucs qui requièrent un certain nombre de compétences numériques. Voilà, Ouais, bah, la plupart du temps, soit on a déjà une idée en tête, soit pendant les échanges avec les jeunes, eux, ils nous proposent des choses, des thématiques qu'ils voudraient aborder, ou nous, on se rend compte qu'il y a cette thématique-là qui ressort notamment. Et aussi pendant les moments de débriefing, là, c'est à ce moment-là souvent qu'on se dit, tiens, là, il faudrait peut-être qu'on voie comment est-ce qu'on pourrait trouver un outil pour aborder tout ça d'une façon ludique, que les gens se sentent à l'aise. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter un petit mot rapide, je vais prendre 2 minutes là pour insister sur un aspect qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant, c'est toute la préoccupation que l'on a et qui constitue un volet à part entière de cette action sur ICAT, c'est toute l'attention que l'on porte à l'endroit des services civiques qui viennent participer à cette action. Vous avez compris qu'on ne les lâche pas, entre guillemets, dans la nature comme ça.
ils sont accompagnés, formés, régulièrement, ils s'entretiennent avec Maxime pour faire le point par rapport où ils en sont. Et on a comme préoccupation de les faire monter en compétence sur ces questions-là, parce qu'on pense qu'en tant que actuels citoyens, mais aussi futurs citoyens engagés et éclairés, ils seront des ambassadeurs formidables pour porter ces questions auprès de leur propre entourage, et que de ce point de vue-là, on a aussi une préoccupation et toute la confiance que l'on met en eux pour continuer à faire vivre ce qu'ils auront acquis comme compétences et qui continueront à développer par la suite, quoi, hein. Et vous avez bien compris, parce que j'ai été particulièrement intéressé par la présentation du travail de Mélissa Macali sur Bordeaux et dans les universités, que plus on met de gens en compétences dans les lieux, et très certainement que meilleur se portera tout le monde, quoi, hein. Voilà, donc on a cette préoccupation au titre des services civiques d'en faire de vrais citoyens engagés et éclairés, et pour qui on a toute notre confiance pour la suite, quoi. Voilà. Oui, c'est vraiment ça qui est intéressant et super dans ce projet, c'est qu'il y a le niveau d'action auprès du public auquel vous intervenez, mais aussi le public des services civiques que vous mobilisez sur un certain nombre de vos projets. Et cette approche est vraiment extrêmement intéressante et fait aussi partie de la prévention sur ce public-là, en fait. Donc, c'est vraiment, et de la prévention et de la montée en compétence sur ce que vous avez, que vous venez d'évoquer, quoi. C'est vraiment extrêmement bien et intéressant. Il y a plusieurs questions pour savoir si le guide, les petits guides ou les guides que vous, voilà, si ceux-là peuvent être accessibles, si les gens peuvent se les approprier. Donc, nous, on pourra le mettre, s'il est en accès libre, par exemple sur la page de la matinale, ensuite, pour que tous les gens puissent y accéder si ça fait partie des choses possibles. Il y a aussi une question sur quelqu'un qui voudrait savoir comment vous mobilisez dans leurs établissements, ou mobilisez vos équipes sur leurs établissements. Donc, voilà. Oui, du coup, je crois que j'ai avoir lu la question. Oui, tout à fait. Pour vous répondre, du coup, je crois que c'était Loeva qui posait la question. Vous pouvez tout à fait me contacter directement pour voilà, présenter les choses que vous souhaitez nous faire partager. On peut prévoir une rencontre. Voilà, tout à fait. Avec plaisir. On peut aussi signaler que le guide est accessible sur le site internet d'actionsuricat.fr. Le .fr est important pour arriver sur le site, mais vous avez le guide accessible, et sur le diaporama, vous aviez en dernière, voilà, la feuille. Il vous suffit de flasher là, le QR code ressources Suricat, et vous trouverez le relais pour accéder directement au livret. Comme à tout un tas d'autres ressources sur ICAT, c'est extrêmement bien fait. Et si je dis ça, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. Donc, félicitations à tous nos jeunes qui montrent là aussi de vraies compétences sur ces questions numériques. Mais vous trouverez toutes les ressources utiles en flashant ce QR code. Et de toute façon, comment nous solliciter pour intervenir dans les établissements? Ben, encore une fois, tout reste à construire, parce que, comme vous l'avez compris, on est encore localisé sur Toulouse, et très heureux de l'être. Et il n'est pas question d'en partir, en tout cas au titre des moyens que l'on mobilise. Et qu'à ce titre-là, doit se penser la façon de déplier ce dispositif, si tant est qu'il peut intéresser quelqu'un d'autre à un autre endroit, pour l'amener, et notamment, comme on le disait, hein, dans l'éducation nationale, qui, pour nous, est un partenaire fondamental de ce type d'action. Et encore une fois, il faut se mettre autour de la table pour regarder les possibles et les façons d'y arriver, quoi. Mais il n'y a aucune raison, qu'on n'y arrive pas si on se met au travail, aucune. Exactement. Et de toute façon, voilà, toutes les ressources qui sont dans le PowerPoint, les contacts également d'Arpad et éventuellement de Mélissa, ça, vous pouvez tout à fait nous envoyer un mail et moi, je vous mettrai en contact directement si vous n'avez pas les adresses mail. Par contre, tout le site internet, Action sur ICAT, tout ça sera mis en accès sur la page du site du DRAPS, et vous pourrez ensuite
aller sur le site et accéder à toutes les ressources qui ont été mentionnées. Il y aura également des ressources complémentaires éventuellement par rapport aux recherches qui ont été présentées par Mélissa Makali. Donc voilà, tout ça sera accessible dans une petite semaine environ avec le replay, les PowerPoint et voilà, tout ce qui a constitué cette matinale. Ben, c'est le temps de conclure. Juste vous rappeler qu'il y a un questionnaire qui est dans le chat là, auquel vous pouvez accéder via le lien, mais qui vous sera renvoyé par mail dans les prochains, aujourd'hui ou demain. Si vous pouviez prendre le temps de le remplir, ce serait vraiment extra. Vous dire également que la matinale du 9 mai sur les addictions, la prévention des addictions est d'ores et déjà ouverte à l'inscription. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire si vous souhaitez y participer et suivre les interventions qui seront proposées. Elle sera également accessible en replay. Voilà, et à consulter le site du DRAPS pour voir toutes les autres matinales qu'on a pu faire les années précédentes et qui sont tout aussi accessibles, les bibliographies qui sont produites par le DRAPS en collaboration avec l'Observatoire régional de santé, les replays des journées d'échanges régionales, et voilà, et tout un ensemble de ressources, et également le site de l'IREPS si vous voulez rentrer en contact avec mes collègues sur les territoires, mes collègues référents territoriaux qui sont là pour les appuis méthodologiques notamment et pour l'accompagnement des projets. Voilà, n'hésitez pas à consulter ces deux sites, celui de l'IREPS et du DRAPS, et toutes les ressources qui sont proposées. Je vous remercie, énormément les intervenants d'aujourd'hui, c'était extrêmement intéressant. C'était la première matinale de l'année, donc bravo à vous et merci à tout le public qui nous a suivis aujourd'hui, aux nombreux inscrits et aux nombreux présents. Et je vous remercie et vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.